25 ans après l'entrée de l'AFDEL, début du Forum de l'Unité et de la Réconciliation dans la province du Haut-Katanga, sont le titre de ce journal. À tous et à toutes, bonsoir et bonne livraison d'actualité sur Perfect Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée 17 mai 1997, 17 mai 2022, 25 ans après l'entrée de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Que peut-on retenir de cette date historique en RDC? Tentative de réponse dans cet élément qui nous est signé par Gisèle Zeba. 17 mai 1997, le bot en caoutchouc défile dans la ville-province de Kinshasa. Le Kadogo sont applaudis. Et les militaires zaïrois sont quasiment invisibles. Les jeunes chantent libération. Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga est parti par la petite porte. Lui et le membre de sa famille s'en vont d'abord à Guadolité, ensuite à Lomé, puis à Rabat. Les mouvanciers sont également partis. Les membres de la redoutable DSP sont aussi partis. Ils n'ont pas trouvé place dans l'avion du maréchal. La pirogue. C'est dans le creux de cet ouvrage en bois que beaucoup auront la chance de rejoindre Brazzaville, voisin. Partout à Kinshasa, les gens chantent et dansent. Uhuru, libération, révolution. Ils se disent libérés de la dictature et de la faim. Le Zaïre devient la RDC. Des bouts congolais remplacent la zaïroise. Et plus tard, le franc congolais prendra la place du nouveau Zaïre. Mais la lune de miel est de courte durée. Les fouets, comme à l'époque coloniale, reviennent. Les libérateurs deviennent des oppresseurs. Et Étienne Tshisekedi Wamulumba sent le danger venir. Il faut libérer le libérateur. Lance-t-il au sujet de Laurent Désiré Kabila? La présence omniprésente du duo Rwanda-Ouganda est étouffante. Ce n'est donc pas étonnant de voir le vieux Makiza renvoyer ses anciens alliés à la maternité de l'Est du pays, pas très loin du Rwanda. Le RCD est né. Pour beaucoup, Kagame est le père. Pour certains, il n'en est que les parrains. Le deuxième round de la guerre du Congo commence. Kabila crie sur le toit du monde que le pays est agressé, mais sa voix est à peine audible. Les villes tombent les unes après les autres. Les vies sont fauchées. L'État est en déliquescence. La démocratie annoncée est une belle promesse, mais tellement lointaine. Les chants à la gloire de Mobutu sont remplacés par le culte à l'endroit du musée. Les médias privés et les entreprises publiques sont réquisitionnés. Ils doivent participer à l'effort de guerre. Entre-temps, le peuple souffre et souffre encore. Dans le même registre, Carlos Mobili, ancien Kadogo, estime que le 17 mai 1997 est une date de la libération du Congo de la dictature et aussi condamne la gestion actuelle du pays car selon lui, c'est remettre en cause le combat de l'AFDEL. Au micro de Jocelyne Luanga. Aujourd'hui, le 17 mai, comme vous l'avez dit, ça fait 25 ans. Aujourd'hui, c'est une journée de commémoration pour nous, les anciens libérateurs. Ce n'est pas une journée de célébration. C'est qu'on veut revivre la mémoire pour des jeunes, de connaître que le 17 mai, il y a eu un grand événement dans ce pays, c'est que c'était la révolution afdélienne dirigée par M. Laurent Désiré Kabila, qui avait 3 missions. La première mission, c'était la libération du pays, c'est-à-dire chasser la dictature sanguinaire de Maréchal Mobutu. Deuxième mission, c'était la démocratisation du pays, ce qui est restituer le pouvoir au peuple souverain. Et troisième mission, c'était la reconstruction et le développement. Bon, il faut reconnaître que lorsqu'on parle de mot libération, c'est un peu complexe. Même dans la Bible, nous sommes chrétiens. Jésus est mort pour nous libérer du péché. Mais cela ne veut pas dire que Jésus a tué le Satan. Le péché continue. Même aussi dans la Bible, on parle de la libération des peuples hébreux de l'Égypte, mais ce n'était pas tous les jours qu'on avait de manne. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un grand recul. Il y a un grand recul parce que nous nous sommes bâtis pour libérer ce pays. Mouzé est mort en refusant de signer des accords qui consacraient l'hégémonie ou le pillage de nos ressources. Il a sacrifié le pouvoir, sa vie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'actuel régime signer des accords occultes avec le Rwanda, avec l'Ouganda,
Nous avons quitté du Congo belge au Congo rwandais aujourd'hui. Ça, c'est une honte pour moi libérateur. Donc ça, c'est vraiment inadmissible et ça choque toute conscience nationale. Même la conscience de l'UDPS est choquée. Que reste-t-il du vocable libération? Edi Yeli, cadre de Nouvelle Nom, parti à Moïse Moussito, répond à cette question au micro de Gisèle Zeba. Juste cette date me rappelle la date du 23 août 1996, relative, je crois bien, à la création de l'Alliance des forces, l'Alliance l'AFDEL, hein, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Cette alliance qui a pratiquement entériné juste cette aventure pour la cession de 300 km de terres congolaises aux Rwandais, Burundais et bon, juste au Tutsi. Et je crois bien l'octroi, la reconnaissance du territoire des Milembwe. C'est parmi juste les éléments de l'acte créateur de l'AFDEL. Vous avez juste l'octroi de la nationalité collective à tout le Rwandais, mais également une rétribution spéciale aux alliés. C'est-à-dire, c'est cette date qui a été matérialisée le 17 mai par l'entrée de l'AFDEL, mais nous rappelle encore davantage ces plus grands drames de l'histoire, parce que c'est suite à l'AFDEL ou à son acte créateur que le Congo a connu pendant ces 25 dernières années, je crois bien, ces drames. Nous avons perdu plus de 12 millions de nos enfants. Hein? Nous avons perdu plus de 12 millions de nos enfants. C'est le plus grand drame de l'histoire depuis la Première Guerre mondiale. Ce n'est ni la Première Guerre mondiale, non plus la Deuxième, moins encore la guerre d'Ukraine ou celle de la Syrie. C'est pratiquement les conflits à l'est du pays. Donc aujourd'hui, nous Congolais, je ne sais pas si nous en sommes réellement fiers, de commémorer, de célébrer cette fameuse date symbolisant la cession des noteurs au Rwandais, l'instabilité. Élection en 2023, on en parle dans ce journal. Aristos Ngarime, secrétaire général adjoint du PPRD, parle des exigences de son parti qui prône avant tout le consensus avant le scrutin électoral. Pour Aristote Ngarime Mabango, il n'y a pas question d'aller aux élections sans vider le préalable exigé par le PPRD. Si nous avions réquisé le processus électoral tel que amorcé par l'actuel régime, il y a le préalable avant de traiter la loi électorale. Nous avions dit qu'il faut d'abord vider le préalable. Il y a des points qui, en effet, qui choquent à ce jour, qui bloquent. Il y a des points qui font que nous ne puissions pas avancer avec ces régimes, avec ces pouvoirs en place. D'abord, nous sommes contre la mise en place de la Cour constitutionnelle telle qu'a été nommée, ainsi de suite. Aujourd'hui, on nous donne raison avec les désordres, l'anarchie qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas endosser, cautionner la mise en place des animateurs de la CENI, parce que nous avons estimé qu'il n'y a pas eu un consensus. On a en effet fait un forcing. Denis Kadima, c'est connu à ce jour que c'est l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi détaché au niveau de la CENI pour publier un résultat à son honneur. Nous ne sentons pas le fruit du consensus. Aussi longtemps qu'on n'a pas vidé les préalables, nous n'allons pas aller dans le fond de ce traitement de la loi. Donc, ce qui répète à dire, ça ne nous engage pas. À ce jour, nous ne sommes pas partie prenante de ces processus tel qu'a été initié. Nous disons qu'il faut revenir à la case départ pour en effet trouver les minimums de consensus. Par ailleurs, ce secrétaire national adjoint en charge de la communication du PPRD estime que Félix Tshisekedi a désarticulé les institutions. Donc, il faut un minimum de consensus. Félix Tshisekedi a un chemin. Félix Tshisekedi a un calcul. Il a déjà déstructuré la République. Il a désarticulé les institutions. Il a émietté la majorité parlementaire, chose qui n'existait pas. Une situation inédite. Les élections organisées sans le concours de l'opposition, ce ne sont pas des élections. On parle des élections. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a présenté à la presse le lundi dernier le nouveau logo de son institution et cela suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion qui attend de lui le calendrier des élections prochaines.
Composé des deux couleurs majeures, à savoir une transparente et une main d'un électeur qui glisse un bulletin dedans. Par ailleurs, la couleur blanche dominante, a expliqué le président de la CENI, représente la vérité et la confiance. Ainsi donc, tout le matériel de la CENI devront désormais porter ces nouveaux logos de la centrale électorale. Ces changements du nouveau logo fait couler encre et salive dans l'opinion. D'aucuns accusent Kadima des jouisseurs et de faire le folklore. Un tapage inutile au moment où la population attend de la CENI des éléments qui peuvent rassurer la tenue des élections en 2023, notamment les calendriers électoraux à la place de ces fameux logos. Signalons que le patron de la CENI face aux professionnels de médias à l'hôtel Béatrice n'avait pas allé sous le dos de la cuillère pour parler de contraintes d'ordre budgétaire qui connaissent son institution. Alors où Kadima aura-t-il l'argent pour changer ce nouveau logo sur le bâtiment et tous les matériels de la CENI? Au peuple de les juger. Je l'ai annoncé à l'entrée début du Forum de l'Unité et de la Réconciliation de Katangé ce jour au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga qui se tient du 17 au 19 mois prochain à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours est le thème qui sera abordé au cours de ces assises. Ayant un dénominateur commun, loin de toute guéguerre, le Katangé veulent désormais parler un seul langage pour un intérêt commun, celui du développement de leur province, le Forum de la Réconciliation. Cette rencontre entre Katangais se tient en présence de plusieurs personnalités politiques de cette partie du pays, dont Moïse Katumbi Tchapwe, Jeannette Kabila, Henri Mova Sakani, Francine Mouyumba, ainsi que plusieurs députés nationaux, sénateurs, ministre du gouvernement Sama Lukonde et opérateur économique du Grand Katanga. Dans son mot, Monseigneur Fulgence Mouteba a indiqué que les divisions constatées au sein de ces peuples sont un fléau incurable et ne permettent pas le développement du Grand Katanga. Il leur a appelé à la conscience pour surmonter ces divisions. Ici, le numéro 1 de l'église catholique dans le Haut-Katanga a précisé que l'importance pour le Katangé est de recommencer une nouvelle vie pour voir l'unité de la vivre ensemble rayonner entre cette population. Il a demandé par ailleurs à tous les représentants de 4 provinces du Katanga à se réconcilier pour le développement de cet espace de la République démocratique du Congo, signalant par ailleurs que ce forum va du 17 au 19 mai prochain et regroupe près de 200 participants. Dans ce même registre, Eddy Kapand, un proche militaire du fait Laurent Désiré Kabila, s'en prend à l'initiateur de ces assises Monseigneur Mouteba au cours d'un point de presse organisé ce mardi 17 mai à Kinshasa. Pendant que je suis devant vous, mes chers compatriotes, j'apprends particulièrement parce que nous parlons de la réconciliation qu'au Katanga, mon ancienne province, il se tient sur convocation d'un évêque métropolitain un forum de réconciliation entre le Katangais. Mesdames et messieurs de la presse, je suis certain que je suis en face des intellectuels. Mais en même temps, je vais préciser que l'intellectuel, ce n'est pas le français, ce n'est pas la langue, c'est le savoir. Et on a le savoir sur l'accumulation de connaissances. Et donc, je suis certain que je suis devant cette catégorie de personnes. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on appelle Grand Katanga. Moi, je ne comprends rien. Peut-être vous, quand vous poserez vos questions, quelqu'un peut avoir une autre sémantique. Pourtant, la logique simple serait que ce qui était grand quand c'était mietté, ça devient petit. Les gens sérieux devaient s'interdire de raisonner comme ça. Lorsque vous avez une unité comme ce téléphone,
Vous le prenez, vous le brisez, et vous le prenez les morceaux, vous dites, vous avez un grand téléphone. Je ne partage pas ça. Parce que ce n'est pas normal que cela soit conçu par des gens qui ont la tête, le cerveau, et surtout l'intérêt de la République. On part tout à fait autre chose. L'inspection générale de finances, on regrette le cynisme de Matata Ponyo Mapan, premier ministre honoraire sous régime de Joseph Kabila Kabange, qui tente de se faire conscience tranquille alors qu'il est l'acteur principal, intellectuel et matériel de la débâcle historique du projet Bukangalonzo ayant coûté plus de 287 millions de dollars américains à la République. Après le propos du Premier ministre honoraire Matata Ponyo à l'égard de l'IGF sur la RFI, cette structure de finance dit noter qu'à ces stades, elle ne peut plus communiquer sur le dossier étant donné que la justice en était déjà saisie. Toutefois, dans son communiqué, elle relève que Matata est bien l'auteur intellectuel, matériel et principal de cet échec. Je cite, l'inspection générale de finances confirme par conséquent que le projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo est un échec désastreux qui a coûté à la République plus de 287 millions de dollars américains et que son instigateur, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, est bien l'auteur intellectuel, matériel et principal de cet échec ainsi que de détournements qui ont eu lieu. L'inspection générale de finances n'a par conséquent aucune excuse à présenter et reste convaincue que l'analyse de ces dossiers quant au fond ne pourra que confirmer la responsabilité personnelle pleine et entière de M. Matata Ponyo dans cette débâcle. Fin de citation. Par ailleurs, l'inspection rappelle que son audit sur la gestion de parc agro-industriel de Bukangalonzo avait été sollicité par l'ex-premier ministre lui-même et donc il ne s'agit nullement d'un acharnement. Je cite, en tout état de cause, ce que l'opinion doit retenir est que cette mission de contrôle avait été demandée par l'ancien premier ministre Matata Ponyo lui-même et non par une quelconque autorité politique ou judiciaire pour être qualifiée par lui d'un acharnement. Sa demande était motivée par les accusations lancées à son endroit dans l'opinion ainsi que différents milieux politiques, accusations qui se sont relevées, fondées et que l'inspection générale de finances a documentées dans le respect de normes en matière d'audit et de contrôle. Fin de citation. Rappelons que la Cour constitutionnelle s'en est déjà exprimée par son arrêt du 15 novembre dernier acquittant Matata Ponyo de toute poursuite sur ces dossiers. Pour la haute cour, l'homme à la cravate rouge n'était justiciable devant sa juridiction. Direction le Parlement où la Commission d'aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication antique a soumis ce lundi 16 mai à la Chambre basse du Parlement l'appréciation de son rapport d'examen du projet de loi sur l'aménagement du territoire. Après examen approfondi de 91 articles soumis à son examen, la Commission a réécrit un dispositif sur l'aménagement du territoire, comprenant 142 articles, parmi lesquels 28 ont été supprimés, 31 adoptés moyennant amendement, 8 délocalisés et 83 ont été créés. Le débat général sur ces rapports a conduit sur la surséance de ces projets de loi qui, selon les intervenants, manquent de fondement juridique. Le speaker du Parlement et président du Sénat a proposé de le soumettre à l'appréciation de la Cour constitutionnelle pour interprétation de son article 9. Avis que ne partage pas le président de la commission, Ati Antique, José Ngbanda, qui est d'avis que la plénière a fait fausse route. La Cour constitutionnelle donnera raison à la commission car, argumente-t-il, par ailleurs, le secteur d'aménagement du territoire en RDC requiert un plan d'aménagement du territoire. Claudel Loubaya a défendu devant l'Assemblée nationale sa proposition de loi relative à l'aviation civile et certains élus attendent donc une réponse satisfaisante de la Cour constitutionnelle après examination du projet de loi sur l'aménagement du territoire. Cette proposition de loi a été déposée depuis 2020 et elle est une proposition de loi qui vient à point parce qu'elle vient compléter et modifier la loi numéro 10/014 de décembre 2010 relative à l'aviation civile. Elle apporte un certain nombre d'innovations dans le secteur de l'aviation civile,
destiné notamment à renforcer la législation en matière de répression des accidents et incidents d'aviation civile. Il est vrai que le président de l'Assemblée les avait fait comprendre qu'on ne pouvait plus revenir sur cette question, mais malheureusement, le président a cédé à leurs exigences pour que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de cette disposition de l'article 9. Et donc, je pense que dans un bref délai, et nous allons assurer le suivi pour que le président de l'Assemblée puisse saisir la Cour constitutionnelle. Et dès que l'avis de la Cour constitutionnelle serait donné, nous reviendrons ici pour adopter les rapports et passer au vote. Vous imaginez l'importance de cette loi, et c'est que les gens ignorent que c'est une matière transversale, et donc un règlement ne peut pas régir cette matière. Nous avons les secteurs fonciers, les secteurs miniers, fluvial, lacustres et même de construction. Donc, on ne peut pas réglementer autant de secteurs par un règlement, par un arrêté du ministre. Il faut une loi. Et je suis convaincu que la Cour constitutionnelle va nous suivre. On considérera que l'article 9 de la Constitution est bel et bien le fondement juridique de ce projet de loi. Avant de finir ce journal, place à la conférence de presse organisée ce mardi 17 mai à Kinshasa par Idi Kapand, ancien proche de Musée Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Je suis content d'une chose, c'est que le peuple congolais a porté dans son cœur et dans son esprit Laurent Désiré Kabila. La disparition tragique du musée a brisé beaucoup les cœurs de plusieurs Congolais. Et donc c'est légitime que les enfants de ces pays se posent multiples questions pour en savoir davantage. Mais mon cher ami, je vais te dire que le mensonge il fait beaucoup de bruit. Et les gens sont très sensibles au bruit. Il y a même des gens, comme nous sommes ici, c'est un camion qui passe, qui fait péter par crevaison un pneu, ça va détonner. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à entendre ce bruit-là, qui risquent de fuir, on dit, il y a une bombe qui a sauté là-bas. Et ils peuvent continuer à dire qu'il y a une bombe pendant qu'il y avait conférence à l'hôtel. Je sais qu'on vous a beaucoup menti. Celui qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila s'appelle Rachidi Mouzé. C'est un soldat. Il était lieutenant, un des gardes-corps rapprochés du président. C'est lui qui a pris son arme, il a tiré sur lui. Ce n'est pas dit. Mais pour qu'on m'arrête, moi, pour des raisons que j'ignore, il fallait trouver un motif. Lorsqu'on m'accuse de cela, toute la population va adhérer. Et donc le mensonge va triompher. Mais même 10 millions d'années, les mensonges ne triomphent jamais. Lorsque je suis sorti de la prison, il y a des gens qui m'ont posé toutes ces questions. Est-ce qu'on peut faire? On peut faire, tu peux aller. J'ai posé la question, je vais rentrer au palais de Mar pour voir ce que j'avais vu ce jour-là. Mais j'ai posé la question, qui explique les événements là-bas? On m'a dit, non, tel citoyen, tout ça. J'ai dit, dans ces conditions, je ne parle pas. Parce que, ici, cette porte-là est fermée, je vois des soldats. Vous êtes ici, vous voyez comment je suis, moi aussi, je vous vois. Si je tombe maintenant, je meurs. Vous
sortez tous, vous prenez mon corps, vous allez jeter là où vous pouvez le faire. Mais qu'on puisse poser la question à ceux qui sont ici pour dire, venez à l'hôtel, dites-nous comment Edy est tombé. S'il n'y a rien à cacher, on va demander à mon ami Gombo de dire, explique-nous, parce que c'est lui qui est là, il prend les découvertes. Mais bon, on va vous poser vous des questions, comment il est tombé, parce que vous le voyez. Mais si on prend, par exemple, notre frère et confrère à vous, journaliste Marius Munga, qui est aux États-Unis, on dit, viens toi, explique-nous, assis-toi là à la porte de cet hôtel, explique-nous comment Edy est tombé. Vous continuez à croire à des choses comme ça. Non pas que ces mensonges étaient préjudiciables contre moi, mais il a été pour vous tous aussi. Parce que continuer à accepter les mensonges contre vous-même, c'est que c'est vous-même qui en souffrez. Voilà jusqu'aujourd'hui, 20 ans durant, dans un pays indépendant comme la République démocratique du Congo, vous n'avez pas, apparemment, la vérité sur la mort de votre chef. Ça veut dire quoi? Vous auriez souhaité que le mensonge m'emporte en prison pour que vous restiez dans la même idée de croire que oui, c'est lui qui l'a tué parce qu'on nous a dit. Mais Dieu a refusé, mais voici devant vous. Mais, que faut-il dire davantage sur cette question? Vous êtes mort. Il a été tué par ceux qui n'aimaient pas la République. Malheureusement, ces gens sont passés par la main d'un fils du Congo qui s'appelle Rachid. Ne trahissez pas vos chefs. Quel que soit ce qu'on va vous proposer, n'acceptez jamais de trahir, de porter la main contre vos dirigeants. Jamais. Malheureusement, cet acte de trahison a emporté la tête de la République pendant cette période. C'est pas moi. Vous savez, un jour, quand on a fermé tout ça, j'étais gardé exceptionnellement comme Simon Kimbambo par une armée étrangère. Ils m'ont dit, ne tombe pas malade. Si tu tombes malade, tu n'iras pas à l'hôpital, tu vas mourir ici. Je leur ai dit, parce que vous l'avez dit, je ne tomberai pas malade. Et quand je suis resté seul, chrétien aussi, j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce qu'ils m'ont donné comme ultimatum. Si je tombe malade, je vais mourir. Mais toi, tu es vérité, tu es justice, tu sais que je n'ai pas fait ce dont je suis accusé ici. Agis. Il a agi, vous me voyez, je suis là. Je n'ai pas été à l'hôpital pour demander ces soucis-là pendant toutes ces années. Dieu refusait que je tombe malade parce qu'il savait que si je tombais malade, on me tuait dans une clinique. Je n'ai jamais trahi Kabila. Je n'ai jamais tué Kabila. Par contre, si j'étais avec lui là, c'est moi qui mourrais les premiers parce que j'étais son chef d'état-major particulier. J'étais son aide-de-camp, c'est-à-dire le deuxième cerveau de sa tête. C'était moi. C'est lui qui entrait avec son arme pour tirer sur lui. Il devrait commencer par tirer sur moi. En décidant de tirer sur moi, ça permettrait au chef de glisser sous le fauteuil ou de s'enfuir. Il serait blessé ou mort après. Mais moi, je mourrais le premier. Mais parce que je ne suis pas mort, qu'est-ce que je devais faire? Vous laissez tous mourir. Si j'étais mort avec Laurent Désiré Kabila, je crois que vous m'auriez élevé au rang je ne sais de qui. Vous allez me donner des médailles. Mais comme je ne suis pas mort, j'ai pris la responsabilité pour sauver la République. Vous avez décidé de me payer comme ça. C'est naturel. C'est normal. Mais Dieu a tranché.
Il n'est plus besoin de revenir sur toutes ces choses. Ça ne va réveiller ni musée, ni remettre les choses autrement. J'ai écrit beaucoup de livres, vous lirez mes livres. J'écris beaucoup de livres pendant 20 ans, c'est ce que je fais. C'est par ces dossiers que nous mettons fin à ce journal. Merci de votre attention soutenue et à tous et à toutes, messieurs et dames. Ce journal est terminé.